Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global. Alors Étienne Cossard, bonjour. Bonjour. Bienvenue, un grand merci d'être avec nous. Alors vous êtes professeur de géographie à l'Université Lyon 3 et directeur du laboratoire Environnement Ville Société EVS. Alors vos recherches, elles montrent le rôle des pratiques paysannes dans la gestion des flux érosifs, c'est-à-dire la maîtrise de l'érosion des terres par les paysans, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et alors, pour bien comprendre et rentrer un petit peu dans cette recherche ensemble, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt écologique de ces pratiques ? Alors, l'intérêt écologique de ces pratiques est de pouvoir atténuer tout d'abord l'érosion des sols et donc de préserver une ressource qui est non renouvelable à l'échelle humaine, c'est-à-dire la ressource en sol. Quand je fais mon cours sur les sols et l'érosion des sols auprès des étudiants de licence, je commence toujours par dire que 1 mètre de sol, ça met à peu près 10 000 ans d'histoire, d'évolution pour atteindre cet état. Et donc, quelques centimètres de perdu, c'est peut-être pas très spectaculaire dans le paysage, mais c'est néanmoins une ressource non renouvelable qui est perdue et qui finit par altérer profondément la fertilité du sol et donc qui entrave le rôle de support de la végétation que joue le sol. Donc l'intérêt, il est surtout là-dessus, atténuer cette érosion des sols qui après finit par minéraliser en quelque sorte les paysages et altérer la biodiversité et la végétation en particulier. Parce que quand on parle d'érosion, du coup on parle de quoi concrètement ? Alors, le terme érodé, en fait, étymologiquement parlant, ça signifie ronger. Ça signifie perdre de la matière. Donc là, on est vraiment dans un processus qui, finalement, va excaver de la matière à partir du sol. Le sol, encore une fois, pensé ici comme le support de la végétation, comme ce subtil mélange meuble d'une matière minérale et d'une matière organique. Et donc, par le biais de l'érosion, cette ressource est rongée et donc perdue parce qu'elle est d'abord prise en charge par des processus notamment liés au ruissellement de surface, mais parfois ça peut être également le vent ou d'autres types de processus. Alors vous, dans vos recherches, vous partez de l'exemple de Mercurey, donc c'est un vignoble du Beaujolais, pour montrer l'importance des actions paysannes, la mise en place de microstructures dans l'entretien des terrains, afin de minimiser donc cette érosion des sols. C'est quoi ces pratiques exactement ? Alors ces pratiques, elles sont diverses et jouent, et ça plaira aux géographes, à différentes échelles. C'est-à-dire que d'abord, il y a des stratégies, on va dire, qu'on pourrait qualifier d'intraparcellaires, c'est-à-dire vraiment le viticulteur qui, au sein de sa parcelle, va parfois enherber certains rangs de vignes pour atténuer l'émergence du ruissellement de surface qui prend en charge les petites particules de sol pour créer cet effet de perte que j'évoquais tout à l'heure. Donc on atténue ce caractère de rongement, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça. Donc des pratiques peuvent être intraparcellaires, typiquement l'enherbement des parcelles. Ça peut être également, et ça a été souvent invisible parce que ça ne se voit pas dans les cadastres, des structures, on va dire, interparcellaires, c'est-à-dire aux frontières entre deux parcelles. Il peut y avoir des haies, comme finalement on l'aurait dans un bocage un peu idéalisé, mais également toute une série d'autres structures, par exemple des chemins creux, des fossés, qui sont autant d'obstacles, plus ou moins fort sur l'organisation du ruissellement et qui empêche en fait la concentration des eaux de surface, et donc ça empêche le ruissellement de prendre de l'énergie et donc ça empêche l'érosion de démarrer ou en tout cas d'être trop accentuée sur ces terroirs. Et ces pratiques, elles sont anciennes, enfin, déjà peut-être pour contextualiser, quand est-ce que l'homme a compris l'intérêt en fait de limiter l'érosion tout simplement ? Alors les prises de conscience en fait elles sont très précoces ça a été notamment très bien démontré dans la thèse de doctorat de Brian Chase qui a soutenu sa thèse à Lyon 3 il y a maintenant 1 an et demi. Et en fait on peut prendre comme exemple au-delà du cas viticole les terrasses agricoles qui dès la période antique ont été mises en place, donc très largement autour du bassin méditerranéen. Et en Bourgogne viticole ou dans le Beaujolais, on s'est rendu compte qu'il y avait par exemple des systèmes de murs de pierre sèche qui avaient été mis en place dès la fin du néolithique et puis dès l'Antiquité et qui de toute évidence étaient organisés de telle sorte qu'ils atténuent ce ruissellement de surface. Donc les stratégies d'atténuation de l'érosion, elles sont très précoces et après elles ont évolué au fur et à mesure au gré alors déjà de l'évolution des techniques mais aussi des priorités
qui était celle des viticulteurs. Parfois, on cherche à atténuer un aspect ou un autre. Et généralement, on s'est rendu compte que dans l'histoire environnementale du vignoble, il y a toute une série de cycles où, généralement, un peu comme par le biais d'une respiration, il y a des emprises agricoles, viticoles qui se mettent en place. Et dans la foulée, alors bien sûr, sur les périodes anciennes, on a du mal à savoir avec quel délai ça se met en place. Il y a en tout cas des stratégies de remédiation, d'atténuation qui sont mises en place en fonction aussi des savoirs et des moyens de l'époque. Mais encore une fois, la première des stratégies de remédiation vraiment techniques qui a été mise en place, ça a été les systèmes, on va dire, de murs de pierre sèche ou de terrasses qui en fait créent des petites parcelles horizontales sur lesquelles en fait il n'y a pas d'écoulement, donc en fait sur lesquelles il y aura pas d'érosion, pour faire simple. Et si j'ai bien compris, vous expliquez que il y a une période entre les années 50 et les années 80, si on prend le cas de Mercurey, où on oublie un petit peu ce moment, enfin cette importance de limiter l'érosion, et c'est à partir seulement des années 80 à Mercurey qu'on reprend ces pratiques-là pour justement continuer à pouvoir faire de l'agriculture et du vin. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, et ça c'est pas que dans le cas de Mercurey, je pense qu'on peut vraiment monter en généralité autour de ce cas-là, il y a une véritable expansion viticole. Et j'ai envie de dire, dans beaucoup de terroirs agricoles, finalement, ce sont des choses que l'on observe. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une extension spatiale, mais aussi une intensification des pratiques, généralement liée aussi à une mécanisation des pratiques. Et dans le cas de Mercurey, ceci a perduré effectivement jusqu'au début des années 80, vous avez raison. Et pourquoi cette date-là, en fait, je veux dire, comme souvent dans l'histoire environnementale, il y a des événements marquants qui interviennent. Il y a eu par exemple les crues de Vaison-la-Romaine ou de Nîmes respectivement en 1192 et 1988. Il y a eu la tempête Xynthia en 2010, etc. Et là, pour l'érosion des sols, sur le site de Mercurey, il y a eu successivement au début des années 80 deux vagues d'orage qui ont provoqué des crues turbides avec des effets tout à fait colossaux, à la fois en termes d'érosion, mais aussi des pertes matérielles très lourdes et des pertes en termes de récolte. Et ceci a fait émerger une prise de conscience très importante. Ce qui a créé une grande originalité là sur le site, c'est qu'il y a eu une véritable démarche collaborative des viticulteurs qui se sont constitués en syndicats et qui ont remembré totalement le vignoble pour laisser aussi la place à des infrastructures techniques permettant de limiter l'érosion des sols par le biais d'un système complexe de fossés, de réservoirs, visant à la fois atténuer le ruissellement et puis, quand il intervient, piéger les particules de sol pour pouvoir les garder avant qu'elles soient exportées très loin en suivant le cheminement des eaux. Et ces pièges, après, sont utilisés pour reprendre la terre et la replaquer là où elle a été perdue. Alors vous développez des outils, des méthodes pour bien analyser, comprendre les effets du ruissellement et donc et de l'érosion. Est-ce que vous pouvez nous les développer un petit peu, qu'on comprenne mieux votre travail ? Alors, effectivement, il y a des démarches, on va dire, ce qu'on appelle de l'analyse spatiale, qui vise à comprendre comment l'organisation spatiale de certains objets. Quand je dis organisation spatiale, c'est en fait vraiment les agencements, quel objet est à côté de quel autre. Donc comment cette structure spatiale, cette organisation spatiale vient interférer avec le ruissellement érosif et donc les processus d'érosion. Donc là, en fait, ce que l'on a réalisé, c'est en fait un jeu de simulation où en fait on a pris le relief le plus brut pour voir comment normalement les eaux devraient s'écouler en fonction de ce relief, on va dire, brut, et à partir de là, comment l'érosion pourrait être mise en œuvre. Et puis, ce modèle d'écoulement un peu brut, on l'a ensuite enrichi avec toute une série d'objets qu'on a inventoriés sur le terrain. Donc, par exemple, l'objet fossé, pour voir comment ça provoquait des déformations dans le cheminement des eaux. L'objet piège à sédiments, que j'évoquais tout à l'heure, ou d'autres objets comme les haies. Et à chaque fois, on regarde les déformations qui sont imposées par ces différents objets, et on s'est rendu compte que ça aboutissait finalement à toute une série, alors ce que je qualifie de déformation, mais c'est presque une désorganisation du système érosif qui fait que les écoulements n'ont plus du tout la même énergie qu'elles avaient au préalable. Et donc, s'il y a moins d'énergie, en fait, l'érosion a elle-même moins d'énergie, moins de capacité à prendre en charge les particules de sol. Alors, j'ai un terme qui revient souvent et un point sur lequel vous insistez dans vos écrits, c'est cette idée de bassin versant comme échelle
importante et idéale. Pourquoi est-ce que c'est cette échelle, selon vous, qui est la plus importante ? C'est une très bonne question. Donc, le bassin versant, en fait, c'est l'ensemble des terrains qui contribuent à l'alimentation de l'écoulement d'un cours d'eau. En fait, je vais commencer par une anecdote. En fait, il y a pas mal d'années, je réalisais un cours justement sur l'érosion des sols dans une école d'agronomie. Et en fait, je me suis rendu compte, en parlant de bassin versant, que les élèves agronomes, donc, qui pour moi n'étaient pas géographes, et pour moi c'était une nouveauté, en fait ne connaissaient pas cette notion de bassin versant et raisonnaient uniquement à partir de la parcelle. Et donc en fait, pour eux, que la parcelle soit située en un point ou un autre du bassin versant, ça n'avait pas d'importance. En tout cas, ils n'avaient pas conscience de l'importance que ça avait. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut peut-être aussi définir le terme de bassin versant pour bien comprendre de quoi on parle ? Donc voilà, le bassin versant, en fait, c'est la meilleure métaphore, c'est celle de l'entonnoir, en fait. Vous prenez un entonnoir, la surface qu'il représente au-dessus, vous versez de l'eau, et l'entonnoir fait déverser vers l'exutoire de l'entonnoir toutes les eaux qui lui sont tombées à la surface, en fait. Le bassin versant, c'est ça. Et en fait, dans un bassin versant, c'est pas un entonnoir tout lisse, les bassins versants qu'on a dans la vraie vie qui nous entourent. Il y a une structure paysagère liée à l'organisation des modes d'occupation du sol, liée à toute une série d'ouvrages, même par exemple une route, un fossé ou des surfaces imperméabilisées qui vont modifier la surface du bassin versant et modifier la façon dont les eaux s'écoulent. Et en fait, en fonction de leur jeu de localisation, tous les objets qui constituent un bassin versant vont déformer les écoulements et parfois, sans qu'on le veuille ou sans qu'on l'ait pensé, ça va provoquer des effets d'engorgement à un endroit et donc l'émergence parfois même de crues, d'inondations qui sont pas uniquement liés à des facteurs extérieurs comme le climat ou la météo, le temps qu'il fait, mais aussi peuvent être aggravés par ces déformations qui arrivent dans un bassin versant. Et donc encore une fois, les parcelles qui sont affectées par une érosion, en fonction de là où elles sont dans un bassin versant, à l'abri ou à l'arrière d'une haie ou d'un fossé, ça va forcément avoir une influence sur ce qui se passe au niveau de la parcelle. Donc le bassin versant, c'est comme un champ de force finalement qui vient influencer ce qui se passe après au niveau des parcelles qui elles sont travaillées par les viticulteurs ou de façon générale par les agriculteurs. Et justement, c'est le sujet que je voulais aborder avec vous. On parle beaucoup donc des viticulteurs, des régions viticoles. D'un point de vue un peu intuitif et béotien, on se dit ok, il y a beaucoup d'érosion parce que c'est des terrains qui sont systématiquement en pente quasiment. Est-ce que vos recherches, vos études et la compréhension de l'érosion fonctionnent aussi dans d'autres contextes et comment est-ce qu'on peut la réutiliser, la réinterpréter sur d'autres contextes agricoles ? Oui, tout à fait, c'est tout à fait transposable à d'autres contextes agricoles et les géomorphologues, la géomorphologie c'est la discipline qui travaille sur l'érosion, les géomorphologues ont d'abord travaillé sur les terrains de grande culture. Et j'ai envie de dire, une grande partie d'entre eux sont américains et ont travaillé dans les grandes plaines de l'Ouest où, après la crise des Dust Bowls dans les années 30, ont cherché à développer toute une série de méthodes d'observation, de mesure de l'érosion des sols, donc dans ces contextes de grande culture qui étaient affectés par notamment la mécanisation. En France, il y a eu beaucoup de travaux, notamment sur les grands plateaux du bassin parisien, affectés là aussi par la mécanisation, par l'agrandissement des parcelles, qui sont autant de facteurs qui ont favorisé l'érosion des sols dans ces contextes de grande culture. Pareil, dans le bocage, finalement, il y a toute une équipe, notamment de l'Université de Caen, qui fait des travaux tout à fait similaires aux nôtres, qui travaille sur des secteurs dans le bocage normand ou le bocage breton et qui décrivent finalement des choses assez similaires à ce qu'on observe. Eux ont beaucoup des belles densités de haies notamment et montrent tout le rôle de ces haies pour désorganiser à l'échelle des bassins versants les flux érosifs et atténuer l'érosion. Alors vous nous avez parlé de l'importance écologique du maintien, en tout cas de la limitation de l'érosion des sols. Aujourd'hui en France et peut-être plus globalement en Europe et dans le monde, quel est le niveau de prise de conscience de ces enjeux-là et comment est-ce que vous voyez la situation évoluer ? Est-ce qu'on a plutôt tendance à préserver limiter l'érosion justement ou est-ce qu'on a tendance à l'oublier ? Alors j'allais dire, tout dépend de qui on parle. En tout cas, au niveau du grand public, c'est certain que l'enjeu du sol, de mon point de vue, il est très largement sous-estimé, à la fois en termes d'importance et en termes d'enjeux.
Notamment parce qu'en fait, quand on fait des exposés sur l'érosion des sols, on n'a jamais des choses très spectaculaires à montrer, c'est-à-dire des ravines, d'érosion qui font quelques décimètres de profondeur, des choses comme ça. On n'est pas dans quelque chose qui crée un effet spectaculaire qui peut être décisif pour sensibiliser le grand public et aussi éventuellement un certain nombre de décideurs. Je pense par exemple à des collègues qui travaillent sur des risques beaucoup plus spectaculaires, je sais pas, des risques de tsunami ou des risques d'inondation. Là, il y a quelque chose de marquant qui fait que généralement les collègues réussissent vite à sensibiliser un public, on va dire, élargi. Nous, c'est plus compliqué parce qu'encore une fois, c'est pas spectaculaire. Donc, c'est très largement sous-estimé, généralement auprès du grand public et auprès d'un certain nombre de décideurs. En revanche, généralement, les agriculteurs qui travaillent au quotidien dans leurs parcelles ont une connaissance vernaculaire, empirique des pertes en sol et ont conscience des enjeux. Et si je reprends l'exemple du vignoble, le fait que dans le cahier des charges des appellations, il y ait toute une série de règles, de contraintes qui visent finalement à atténuer l'érosion des sols, montre bien que là, c'est un enjeu qui n'est pas du tout sous-estimé et qu'il faut aussi prendre en compte quand on effectue ce genre d'études. Et on se doute aujourd'hui avec le changement climatique en cours que le niveau de précipitation global augmente. On le voit, aussi les moments de précipitation intenses et peu ordinaires sont de plus en plus régulières. Comment est-ce que ça impacte justement ces enjeux-là ? Alors c'est vrai que, comme je disais par exemple dans le cas de Mercurey, c'est vrai que ces événements parfois un peu extrêmes ou en tout cas avec une très forte intensité de précipitation sont souvent des révélateurs qui rappellent aux praticiens des territoires qu'il faut lutter contre l'érosion des sols. Mais l'exemple de Mercurey n'est pas non plus totalement généralisable puisqu'il y a encore beaucoup de secteurs sur lesquels il n'y a pas eu, on va dire, de démarche véritablement d'ensemble, collective, aboutissant à, on va dire, une stratégie véritablement collective pour atténuer l'érosion des sols au niveau de vastes ensembles. Et vous avez commencé un petit peu à en parler tout à l'heure, mais je suppose que le rôle dans l'après-guerre, le rôle de la mécanisation, de l'intensification des pratiques agricoles a détérioré grandement justement cette capacité de nos territoires à limiter l'érosion. Oui, tout à fait. La mécanisation, c'est un facteur très aggravant en termes d'érosion des sols, parce qu'en fait, lorsque l'on fait passer un tracteur, quel qu'il soit, sur un sol, ça a tendance à le compacter, et donc en fait, le sol perd en termes de perméabilité, et donc l'eau reste à la surface, et une fois qu'elle est en surface, eh bien, elle suit la ligne de plus grande pente, et c'est là que démarre effectivement le ruissellement et donc les processus d'érosion. Et en fait, il y a maintenant dans beaucoup de secteurs, le retour finalement vers une approche moins mécanisée, en tout cas dans certains secteurs viticoles. On voit par exemple maintenant des chevaux de trait qui serpentent les parcelles, notamment celles qui sont pentues, parce que ça permet de maintenir une meilleure aération du sol, donc une meilleure perméabilité, et donc l'eau peut s'infiltrer, et une fois qu'elle s'infiltre, eh bien finalement ça fait moins d'eau pour alimenter l'érosion. Donc c'est des pratiques d'adaptation qui nous permettent de nous rendre moins vulnérables justement tout à fait. À l'anthropocène en fait, tout simplement, puisqu'on est sur Radio Anthropocène. Et vous montrez aussi qu'il y a une différence, une grosse disparité entre les pays. J'ai relevé, vous parlez par exemple des bons élèves que sont les États-Unis et le Népal, avec, vous l'avez tout évoqué aussi tout à l'heure, la crise du Dust Bowl aux États-Unis qui a permis de prendre en compte ces enjeux-là. C'est quoi cette crise du Dust Bowl ? Alors, la crise des Dust Bowl, pour celles et ceux qui ont lu ou vu Les raisins de la colère, c'est en fait cette grande crise environnementale qui a eu lieu dans les années 1930, où en fait il y a eu plusieurs facteurs, déjà une période climatique un peu plus sèche, la mécanisation sur de vastes surfaces, qui en fait a mis à jour, au contact avec le vent, la pluie, de gigantesques surfaces absolument non protégées, et qui en fait ont constitué une source sédimentaire, je veux dire quasiment inépuisable pour les processus d'érosion. Et c'est vrai que cette crise de Dust Bowl a provoqué ce qu'on appelle parfois une rexystasie, c'est-à-dire un cercle vicieux qui fait qu'il y a eu de l'érosion qui s'est mise en place parce qu'on a défriché très largement de grands terrains, parce qu'on les a mécanisés. Donc l'érosion a eu lieu, il y a de la matière qui était perdue dans les sols ont perdu en fertilité, donc la végétation est d'autant moins importante, donc d'autant moins efficace ensuite pour protéger les sols, et donc on a là quelque chose de très péjoratif en termes d'évolution, et ça aboutit à une minéralisation du milieu, donc une perte de biodiversité très importante. Et donc aux États-Unis, il y a eu très tôt des travaux
d'Américains, notamment un géomorphologue célèbre qui s'appelle Wischmeyer, qui a modélisé l'ensemble des processus d'érosion et ça a permis de bien comprendre, je pense, les facteurs qui aboutissent à une exacerbation de l'érosion des sols. Et donc très tôt, les Américains, fondés sur les travaux de Wischmeyer, ont développé des stratégies comme par exemple cultiver non plus dans le sens de la plus grande pente, mais en suivant les courbes de niveau, c'est-à-dire en créant de multiples petits obstacles à l'écoulement des eaux. On a peut-être tous en tête des images que l'on voit sur des paysages agricoles américains avec ces très belles bandes multicolores correspondant à différents types de surfaces agricoles qui épousent bien les courbes de niveau. Donc c'est joli sur le plan paysager, mais surtout c'est très utile pour atténuer l'érosion des sols. Et alors, vous montrez aussi qu'il y a des mauvais élèves comme la Chine, je crois. Eux, ils prennent pas du tout en compte ces enjeux-là. Alors, les pauvres, c'est un peu plus compliqué, c'est que surtout, ils ont les sols peut-être aussi les plus fragiles qui sont offerts à l'érosion. Il y a des sols qui sont très riches alors, en limon. Alors, le limon, c'est quoi ? C'est une particule de sol qui a la bonne taille pour l'érosion, c'est-à-dire que c'est pas trop gros. Le sable est plus gros et donc plus lourd à transporter. Et l'argile est plus petite et comme elle est petite, elle se soude. Et le limon, c'est entre les deux, donc c'est pile la bonne taille de sol pour que l'érosion puisse agir. Donc ils ont des sols qui sont très fragiles et qu'ils ont largement cultivés parce que c'est vrai qu'en plus le limon, ça a d'excellentes qualités, notamment pour retenir la bonne quantité d'eau pour la végétation. C'est des sols qui sont également faciles à travailler. Donc, ils ont cette particularité-là, un climat relativement agressif, des sols extrêmement fragiles. Et c'est vrai, jusqu'à présent, relativement peu de stratégies anti-érosives. Ce qui fait que c'est là qu'on observe parmi les plus forts taux d'érosion sur des sols agricoles. Alors Étienne Cossard, ce que montrent également vos études, c'est la capacité des sociétés paysannes à s'organiser pour gérer donc durablement leur territoire, pour l'entretenir et le maintenir. Actuellement, dans l'actualité, on entend venir de ces mêmes paysans une contestation de plus en plus forte contre les politiques de préservation de l'environnement. Comment est-ce que vous comprenez, vous, ce ras-le-bol paysan ? Disons que c'est vrai que par exemple dans le cas des stratégies anti-érosives, très souvent il y a par exemple des bureaux d'études ou en tout cas des experts qui peuvent arriver sur les territoires et qui arrivent d'emblée par exemple en parlant de dégradation, qui est quand même un terme très fort, très, très dur et qui aussi est un peu surplombant vis-à-vis des agriculteurs qui pratiquent le territoire, les terroirs au quotidien. Et donc déjà, je pense que c'est important de rappeler ce que c'est qu'une dégradation, c'est qu'en fait, on considère une certaine épaisseur temporelle et donc il faut quand même un point de référence pour mesurer une éventuelle péjoration du milieu, notamment par exemple en termes de stock de sol. Donc déjà, quand on élimine un petit peu ce terme de dégradation et que on va voir les agriculteurs, très vite, on est amené aussi à considérer ce qu'ils font en termes de pratique au quotidien et on se rend compte qu'il ne faut pas avoir surplombant parce qu'en fait, ils savent très bien ce qui se passe. Et de ce fait, toutes les stratégies, derrière cette anecdote, toutes les stratégies qui sont un peu trop top-down, sans prendre en compte les spécificités locales, qu'elles soient, on va dire, liées aux caractéristiques du milieu, mais aussi éventuellement culturelles, vont en fait avoir de grandes chances d'aboutir à l'échec, parce qu'en fait, un terroir, voilà, il y a bien sûr des spécificités locales qui sont pas forcément prises en compte par les grandes démarches qui sont très descendantes, encore une fois, dans une démarche top-down. Et surtout à ce contexte culturel, il y a aussi un vocabulaire, des connaissances empiriques, des héritages culturels qui sont à prendre en compte et sans forcément magnifier le passé ou des pratiques qui avaient lieu auparavant. Les intégrer dans une démarche, en tout cas, c'est très certainement un gage davantage de réussite ou d'une meilleure acceptation des stratégies qui sont impulsées par le haut, on va dire. Et pour conclure cet entretien, j'aimerais bien revenir, vous parliez d'héritage culturel. Vous parlez dans votre article, vous dites « L'organisation paysagère peut refléter ce à quoi, dans l'environnement, les sociétés attribuent une valeur et ce à quoi ils portent une attention particulière. » Alors moi, si j'extrapole un petit peu, quand on s'intéresse au système agricole dans leur ensemble en France, on voit quand même de l'agriculture intensive un peu partout. Ça signifie que nos sociétés, elles ont porté et attribué de la valeur à quoi, selon vous ? Voilà, c'est une question qui est pas. C'est une question qui est pas simple. Bon, je pense que déjà aussi, ça signifie qu'il y a eu des stratégies, on va dire, un appel du gain finalement, qui clairement est intervenu à certains moments. Et ça, je pense qu'il ne s'agit pas de juger qui que ce soit, mais c'est tout à fait logique qu'à certains moments, il y ait eu une forme
d'appel au gain qui a pu inciter les uns et les autres à avoir davantage de terres ou à intensifier les usages qu'ils en faisaient. Eh bien, Étienne Cossard, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur de géographie à l'Université Lyon 3 et directeur du laboratoire environnement ville société à EVS. Alors, c'était une question piège, mais c'est pas la dernière parce que vient se joindre à nous, à notre micro, Lou Herman pour son questionnaire Anthropocène. Bonjour Lou. Bonjour. Alors, c'est à toi pour ton questionnaire, je te laisse le présenter. Donc, bonjour Étienne Cossard. On vous libère bientôt, mais avant, on finit par un petit format qu'on aime bien qui s'appelle le questionnaire Anthropocène. C'est une version librement revisitée et raccourcie du questionnaire de Proust. Le questionnaire Anthropocène, c'est 6 questions courtes que vous allez découvrir tout de suite. Vous m'inquiétez. Oui, vous avez raison. Pas d'échange, juste vos réponses. On commence ? Allez, on commence. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir ? Mes étudiants. De quoi avez-vous peur aujourd'hui ? Du 7 juillet. De quoi êtes-vous sûr ? De pas grand-chose. En recherche, généralement, je dis toujours que les bons chercheurs sont ceux qui doutent, donc je ne suis pas sûr de grand-chose. Que possédez-vous de plus précieux ? Alors ça, c'est sûr que c'est pas ma voiture. Ah là là. Mon compagnon. De quoi dépendez-vous ? Du collectif, des autres. À quoi êtes-vous prêt à renoncer ? Alors là, à quoi je suis prêt à renoncer ? Vous me mettez la pression. Ah non, il n'y a pas de pression. On peut passer si vous préférez. Je suis prêt à gagner un peu moins et à travailler mieux. Et la dernière, c'est bon, on y arrive. Que faire maintenant ? Que faire maintenant ? J'ai envie de dire, mais du coup, ça revient, c'est trop redondant avec une réponse précédente. J'ai envie de dire, faut voter. Mais j'ai envie de dire, faut observer le monde qui nous entoure pour le comprendre. Et je pense comprendre qu'il faut, qu'on est en contexte d'urgence climatique et qu'effectivement, il faut écouter ce qui se fait dans nos laboratoires pour agir au plus vite et continuer à former nos étudiants. Et donc là, c'est peut-être une synthèse de finalement plusieurs de mes réponses. Merci beaucoup, Étienne Cossard. Merci à vous. Étienne Cossard, merci beaucoup. Lou Herman également. Nous, on fait une petite pause et puis on revient tout de suite dans Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global.